allons parler de la troisième partie de mon livre que j'ai intitulé Le négationnisme atlantiste. Alors, pour ce qui est de l'atlantisme, je ferai une petite définition rapide. Disons que c'est ma définition et je dirais que l'atlantisme, c'est en quelque sorte l'idéologie qui émane en quelque sorte du complexe militaro-industriel. Je rappelle que ce concept de complexe militaro-industriel a été en quelque sorte inventé par le président des États-Unis qui, en 1961, lors de son discours de fin de mandat, il venait de faire 2 mandats, a énoncé un certain nombre de dangers qui guettaient les États-Unis et en particulier le peuple américain. C'est intéressant de faire je crois que c'est intéressant de faire cette nuance. Parmi ces dangers, il y avait vraiment un danger essentiel pour lui, c'était ce complexe militaro-industriel, c'est-à-dire ce poids considérable que les industries de défense et leur relais à l'intérieur de l'État américain représentaient pour le peuple américain lui-même. Ce qui est intéressant dans cette allocution, c'est que d'abord, c'est le premier danger. Il ne cite pas la Chine communiste, qui venait d'être communiste depuis 12 ans. Il ne cite pas l'Union soviétique, il ne cite pas le communisme, pardon, mais il cite ce complexe militaro-industriel, autrement dit pour Eisenhower, président des États-Unis qui est en train de quitter le pouvoir, le pouvoir sera quitté après cette allocution, met les Américains en face du danger principal qui les menace, ce complexe militaro-industriel. Ce qui est intéressant également, c'est que dans ce texte, il insiste sur la nécessité pour l'opinion publique, c'est-à-dire pour le peuple américain, d'être bien informé. Et il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit ne croyez rien de ce qu'on vous dit, vérifiez. Nous en sommes là aujourd'hui, et je dirais même que nous sommes dans une situation bien pire que celle que justement Eisenhower dénonçait dans cette allocution de janvier 1961. Pourquoi pire? Parce que disons la zone d'extension de ce pouvoir a considérablement augmenté et maintenant englobe sans aucune exception l'ensemble de l'Europe. Hein, quand on regarde par exemple la carte et qu'on voit ce qu'est la mer Adriatique, oui, ou qu'on regarde la carte et qu'on regarde ce qu'est la mer Baltique, la mer Baltique est un lac otanien, à l'exception bien sûr de l'enclave russe et bien sûr du golfe de Finlande. Donc en fait, cette extension du complexe militaro-industriel s'est faite, bien sûr, à travers l'expansion de l'OTAN. Et avec ce que ça a comme conséquence, c'est-à-dire effectivement le contrôle par, disons, des journalistes otanisés, des médias otanisés, de l'information. Alors, le négationnisme, c'est quoi? On sait que le négationnisme, c'est la négation de la Shoah principalement, ou même exclusivement, c'est à cela que cela revient originellement, le négationnisme, le fait de nier l'existence de chambres à gaz, de nier le génocide juif, etc. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que c'est que le négationnisme atlantiste? Le négationnisme atlantiste, en fait, en Ukraine, consiste à soutenir un État qui fait lui-même le lien entre le passé nazi et le régime actuellement en place à Kiev, en glorifiant un certain nombre de personnages qui étaient incontestablement des nazis et qui ont non moins incontestablement participé à l'extermination de plus d'1,5 million civils, hommes, femmes et enfants, et qui ont ensuite, au cours de l'année 43, participé et même fomenté et perpétré seuls, en l'occurrence, l'extermination de 100 000 Polonais en Volhynie et Galicie, c'est-à-dire les territoires ukrainiens, appelons-les comme ukrainiens, du nord-ouest de l'Ukraine. Alors évidemment, face à cette glorification, les médias, depuis 2007, puisque c'est l'année où le premier nazi ukrainien a été glorifié par l'État,
c'est face à ce phénomène de glorification des nazis, au nom du patriotisme ukrainien bien sûr, face à ce phénomène, on assiste à une sorte d'omerta médiatique. L'omerta médiatique face à l'ampleur des crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale et la complicité, bien sûr, des nationalistes nazis ukrainiens et l'ampleur même du génocide. Parce que finalement, le génocide juif, en l'occurrence, ne commence pas avec l'attaque de la Pologne le 1er septembre 1939. Et parce que, en fait, dans la mémoire occidentale, le génocide juif est fondamentalement associé aux chambres à gaz. Et ce qui est faux. C'est-à-dire qu'effectivement, les chambres à gaz ont existé, que des millions de gens sont morts dans les camps de concentration du fait des chambres à gaz. Cela, évidemment, est incontestable. Mais en réalité, malgré les crimes que les Allemands commettent entre leur entrée, leur conquête de la Pologne le 1er septembre 1939 et l'attaque de l'Union soviétique le 22 juin 1941, entre ces deux dates, il n'y a pas de génocide des Juifs en Pologne, malgré des crimes terribles. Il y a des crimes terribles. Mais la solution finale n'est pas encore dans les esprits des dirigeants de l'Allemagne nazie. Le génocide juif commence en réalité en Ukraine, en Biélorussie et dans les pays baltes le 22 juin 1941. Et c'est cette phase de la Shoah qu'on appelle la Shoah par balle. Et dans cette phase de la Shoah par balle, les nationalistes ukrainiens nazis sont systématiquement à la manœuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, ils participent au plan de conquête de l'Union soviétique avant même l'attaque de l'Union soviétique avec la Wehrmacht. Et ensuite, ils font en gros des pogroms et des exterminations de masse en compagnie, si je puis dire, des nazis, que ce soit la Wehrmacht ou les Einsatzgruppen principalement. Les Einsatzgruppen sont des unités mobiles d'exterminateurs allemands dans lesquelles il y avait aussi des Ukrainiens et d'autres, notamment des Baltes, mais c'était principalement allemands. Par contre, les nazis allemands avaient comme alliés les nazis ukrainiens. Ils étaient, leur apport était absolument indispensable à l'extermination en 18 mois environ de 1 million, plus de 1,5 million juifs. Bon. Donc, face à l'ampleur de ce crime, face à la glorification de gens qui ont participé à ce crime, nous assistons à une sorte d'omerta médiatique. C'est ça que j'appelle la complicité occidentale au négationnisme ukrainien. C'est ce que j'appelle le négationnisme atlantiste. Alors, quelques mots quand même sur ce qu'on appelle évidemment la désinformation. D'une manière générale, on entend par désinformation disons, la manipulation des foules, les mensonges en tout genre, les distorsions en tout genre, etc. C'est-à-dire, ce qu'on entend par désinformation, c'est un discours qui mène les gens là où on veut qu'ils soient, dans la direction dans laquelle on veut qu'ils aillent, c'est-à-dire, en général, avec nos médias, c'est-à-dire vers la guerre. Et disons, le problème, ou comme on dit, à ceci près que la désinformation passe bien sûr par le discours, mais elle passe au moins autant par ce qui est caché à l'opinion publique. Et parmi ces choses cachées à l'opinion publique, il y a précisément ce que l'omerta cherche à faire avec la glorification des nazis ukrainiens, phénomène tout à fait officiel, et bien sûr l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On aurait pu penser que la glorification ayant commencé en 2007, que la prise du pouvoir par un putsch des néo-nazis ukrainiens et leurs alliés en 2014, ce qui fait 10 ans, on aurait pu penser que ces deux événements, qui sont quand même relativement loin, auraient pu être l'occasion d'informer l'opinion publique sur ces deux phénomènes, c'est-à-dire le phénomène historique de la Shoah en Ukraine et la glorification de ceux qui l'avaient perpétré en compagnie des nazis.
ça n'a pas du tout été le cas. Alors, il y a une expression assez amusante que Emmanuel Todd adopte dans son livre La défaite de l'Occident. Il parle des gargarisations mémorielles. Effectivement, ceux qui nous informent ne sont jamais avares de gargarisation mémorielle. Hein, ils sont toujours en train de vous dire, voilà, bien sûr, le 16 juillet 1942, la rafle du Veldiv, etc., ce qui est justifié. Mais face au phénomène de glorification des nazis et face à la nécessité d'informer l'opinion publique sur la signification historique et mémorielle que représente la glorification des nazis, eh bien, ces spécialistes en gargarisation mémorielle, évidemment, se taisent. Qui sont exactement ces, je ne vais pas donner de nom, bon, la liste serait trop longue de toute façon, mais les spécialistes en gargarisation mémorielle, ce sont les politiques, les journalistes, les universitaires. Tous concourent à ce qu'un voile de silence recouvre les deux phénomènes qui sont l'objet de l'omerta, c'est-à-dire la glorification des nazis ukrainiens et l'ampleur considérable, je vais y revenir, du génocide dans le cadre de la Shoah par balle. Alors, cette double omerta relative au nazisme et à ces crimes monstrueux en Ukraine, notamment, bien sûr, les crimes sont tout à fait monstrueux également en Biélorussie et dans les pays baltes, sauf que l'Ukraine, c'est beaucoup plus grand. C'est un territoire dans lequel la population juive, qui a été victime de la Shoah par balle, était beaucoup plus importante. Voilà pourquoi, en l'occurrence, j'insiste plus sur l'Ukraine, mais je n'oublie pas les autres. Cette double omerta s'accompagne elle-même d'autres phénomènes qui peuvent se rattacher à ce que j'appelle l'omerta. C'est-à-dire, il y a un chef, c'est quand même un petit peu, s'il y avait un chef mafieux. Le chef mafieux, c'est les États-Unis. Et le système médiatique, évidemment, se couche et adopte le discours qu'il faut adopter pour convaincre les populations occidentales de combattre du bon côté. Bon côté, bien sûr, entre guillemets. Donc, c'est cette face cachée des événements, celle dont je parle, je compare à un certain moment l'information à un iceberg. La partie émergée, c'est les discours tenus, aussi manipulatoires, malhonnêtes qu'ils soient, et puis à la partie immergée, qui est tout ce qu'on cache, qui est pourtant essentiel à une bonne représentation de l'événement. Si on dit, par exemple, ce sont les Allemands, pardon, ce sont les Français et les Anglais qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939, et qu'on ne dit pas que qu'au cours de toutes les années précédentes, l'Allemagne nazie s'est emparée d'un certain nombre de territoires, bien sûr l'Autriche, bien sûr les Sudètes, et ensuite la Pologne, c'est à la suite de l'agression contre la Pologne que la guerre est déclarée. Si on ne dit pas ça, on ne comprend rien à l'événement. C'est évident. Donc il faut, là, en l'occurrence, constater que du côté de nos médias, systématiquement, les faits les plus importants pour comprendre ce qui se trame aujourd'hui en Ukraine sont évincés de la scène médiatique. Alors, sur sur ces faces cachées hein, de l'événement, la première partie de mon livre traite de la question de l'expansion de l'OTAN. Je rappelle en quelques mots ce qui est l'objet de ma première partie que j'ai intitulé des promesses, des engagements trahis à l'expansionnisme. Évidemment, les engagements trahis ont été trahis par l'Occident. L'expansionnisme, c'est celui de l'OTAN. Je rappelle ce qui s'est passé après la chute du mur. C'est-à-dire qu'après la chute du mur, la chute du mur en elle-même pose immédiatement, presque instantanément dans les heures qui suivent, la question de la réunification de l'Allemagne, bien sûr. Et pour que cette réunification ait lieu, il fallait l'accord des soviétiques, puisque le sort de l'Allemagne de l'Ouest, qui était avant qu'elle s'appelle RFA, l'Allemagne de l'Ouest était les 3 zones d'occupation occidentale, britannique, française et américaine. Et l'Allemagne de l'Est était la zone d'occupation soviétique. Bon, pour que cette réunification ait lieu, il fallait bien sûr l'accord soviétique. Parce qu'en 1989, comme en 90, jusqu'à la fin de 91, l'Union soviétique existait. Et cet accord
des soviétiques à la réunification a effectivement été obtenue sans difficulté, avec un Gorbatchev extraordinairement naïf. Je ne dis pas que les Occidentaux, à ce moment-là, avaient déjà prévu l'expansion de l'OTAN, mais ce qui s'est passé revient à peu près à la même chose. L'expansion de l'OTAN s'est posée dans les termes suivants au moment de la réunification de l'Allemagne. Les pays occidentaux s'engageaient à ce qu'il n'y ait pas d'expansion de l'OTAN, même au-delà de l'Elbe. L'Elbe est un fleuve qui traverse du nord au sud l'Allemagne de l'Est et qui n'est même pas la frontière avec la Pologne à l'Est. Donc en fait, les Occidentaux s'engageaient à intégrer une partie de l'Allemagne de l'Est dans la juridiction de l'OTAN, selon les termes de l'époque. Donc c'est ce qui a été promis, c'est ce à quoi les Occidentaux se sont engagés, et l'histoire est là pour nous montrer que cet accord était en fait finalement l'arnaque du siècle ou du demi-siècle, puisque depuis la signature d'un certain nombre de documents où les Occidentaux s'engageaient à ce qu'il n'y ait pas d'expansion de l'OTAN, depuis ces accords qui se sont succédés, disons, entre 90 et 91, 14 pays ont été intégrés dans l'OTAN, et pire encore, des missiles américains ont été installés en Pologne et en Roumanie. Voilà. Donc la question de l'expansion de l'OTAN, des engagements trahis, est une question cruciale aujourd'hui, en fait, avec la guerre en Ukraine. Ce qui se passe précisément aujourd'hui, c'est que les États-Unis, l'Occident, si j'ose dire, c'est-à-dire ce que j'ai plus ou moins défini tout à l'heure, c'est-à-dire en gros tous les pays qui sont dans l'OTAN et même d'autres pays qui n'en sont pas, en Asie, Corée du Sud, Japon, etc., tous ces États veulent absolument que l'Ukraine soit intégrée dans l'OTAN. Bon, et si aujourd'hui l'Occident ou l'OTAN disait nous promettons aux Russes que l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN, la guerre s'arrêterait tout de suite. Bon. Alors, donc revenons à ce que je disais tout à l'heure. Sous le signe de l'omerta, bien sûr, il y a le génocide, il y a la glorification actuelle des nazis ukrainiens, il y a la question de l'OTAN et de son expansion contenue, en principe, contre la réunification de l'Allemagne en 89, 90, 91. Tout cela est bien sûr encore une fois recouvert d'un voile de silence, c'est ce que j'ai appelé l'omerta. Alors on a bien sûr un exemple de la réécriture absolument scandaleuse de l'histoire avec une déclaration du chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui disait il y a de cela un an et demi, nous sommes en octobre 2024, qui disait il n'y a jamais eu de documents, etc. En fait, ces documents, ils sont là sur la table, ils ont été publiés par l'université George Washington, qui est dans Washington, à quelques pas de la Maison Blanche. Voilà, on sait tout ça. Première partie donc de mon travail, elle est relative à ça. Deuxième partie de mon travail, c'est qui a mis fin à la souveraineté de l'Ukraine. Ça, on n'en a pas encore parlé. Et évidemment, j'affirme d'ailleurs dès la première page de cette partie, qu'en réalité, ce n'est pas l'attaque russe que les Russes ont appelé l'opération militaire spéciale, du 24 février 2022 qui a mis fin à la souveraineté de l'Ukraine. Ce qui a mis fin à la souveraineté de l'Ukraine, c'est un putsch fomenté par la CIA et les néo-nazis ukrainiens qui a mis un terme par la force, par la menace. Il y a eu beaucoup de morts. Au mandat d'un président élu qui s'appelait Viktor Yanukovych, élu dans des conditions absolument incontestables, mais qui était jugé par ces messieurs de l'OTAN et les néo-nazis et leurs alliés comme un personnage qu'il fallait dégommer au plus vite parce qu'il était supposé être pro-russe, ce qui n'est pas le cas. Là, ça vaut ce que ça vaut, ce que je peux dire évidemment, mais il n'était pas pro-russe, il n'était pas russophobe. Voilà ce qu'on lui reprochait. Et il n'était pas pour une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il faut rappeler à ce propos
que des sondages occidentaux et les résultats des élections ukrainiennes en 2010 donnaient 12% seulement aux partisans ukrainiens d'une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. 12%. L'écrasante majorité soit ne voulait pas, soit ne se prononçait pas. Mais en tout cas, une toute petite minorité était favorable à une intégration de l'OTAN. 12%. Ça fait 88% qui, a priori, ne sont pas très convaincus, ou même tout à fait opposés. Bon. Donc, le pouvoir a été pris à la suite d'un putsch. Et je remarque, en discutant comme ça, même avec des gens qui sont supposés bien informés, que ce putsch a lui aussi, encore une fois, totalement disparu des écrans radars des médias occidentaux. Il n'existe pas. Et on continue, alors qu'on a dégommé un président élu démocratiquement, en le forçant à quitter Kiev, alors que l'on a fomenté un putsch, on continue de présenter l'Ukraine d'aujourd'hui comme l'État, un État démocratique que les démocraties se doivent bien entendu de soutenir. Surtout que ce putsch, alors c'est d'autant plus scandaleux que le putsch en question dépasse quand même le niveau moyen de perversité, de cynisme des putschs. En l'occurrence, pour prendre le pouvoir, les sbires de la CIA et les néo-nazis ont tiré sur les manifestants pro-occidentaux. Ils en ont tué 86, ils en ont blessé 400 ou 500. Tout le monde a pensé que c'était les forces du président Yanukovych qui avaient fait ça, et on a obtenu le renversement, qui d'ailleurs n'était pas légal, parce qu'il n'y avait pas le quorum des députés suffisant à la Rada, l'Assemblée ukrainienne, et bien sûr, on a pris le pouvoir dans ces conditions. Donc, effectivement, les spécialistes en gargarisation en tout genre, universitaires, politiques et journalistes, entre guillemets, bon, j'appelle pas ça des journalistes, c'est plutôt des agents de communication de l'OTAN, ce n'est plus que ça, bien sûr. Et tout cela, évidemment, se taise absolument sur ça. Imaginons qu'à Paris, un pouvoir pro-russe soit pris dans des conditions comme ça. Et qu'ensuite, la sphère médiatico-politique française, mais pro-russe, définisse la France comme un pays démocratique et occulte totalement les conditions dans lesquelles le pouvoir a été pris. C'est ce que j'appelle, encore une fois, l'omerta qui fait ça. Bien sûr, c'est l'omerta. On est dans un système quasi mafieux. Alors, les journalistes ne veulent pas savoir. Tout le monde, n'importe qui, en l'espace de, je dirais, de 5 minutes, peut-être d'un quart d'heure à tout casser, peut savoir ça. N'importe quel citoyen. Mais les journalistes, non. Ça ne compte pas pour eux. Alors effectivement, retenons ces deux dates extrêmement importantes. Alors il y a une série c'est bien sûr la chute du mur, la réunification, la question de l'OTAN, sur toutes ces questions, silence et médiatique, et ensuite le putsch, les néo-nazis au pouvoir avec leurs alliés. Voilà, donc en gros, ce dont je parle, c'est-à-dire, bon, je dirais presque un peu, non pas prétentieusement, mais c'est presque un peu ridicule, mais c'est la face cachée des événements. Et la face cachée des événements, ce sont les événements majeurs qui sont à l'origine de la guerre que nous sommes en train de vivre, et surtout que les Ukrainiens et les Russes sont en train de vivre. Ces événements majeurs qui ont disparu de la scène médiatique. Voilà. Alors, pour ce qui est de la question de la nazification ou de la dénazification, j'ai souhaité comme ça, pour poser un petit peu, pour illustrer un petit peu à quel point nos médias sont cyniques, je pars volontiers de l'allocution faite par Vladimir Poutine le 24 février 2022, quand il dit, voilà, nous avons attaqué l'Ukraine, etc. Il donne les raisons, et il parle de démilitarisation et de dénazification. Mais la dénazification, évidemment, a suscité tous les sarcasmes journalistiques. Dénazification, vous n'y pensez pas. C'est quoi? C'est une invention sortie du cerveau paranoïaque de Vladimir Poutine. C'est du folklore propagandiste, que sais-je encore. Et effectivement, 2 ans et demi après, on continue de se gausser de ce terme comme s'il ne correspondait à aucune réalité. Alors,
Bon, c'est évidemment un mensonge de plus, surtout que la question de la nazification de la classe politique ukrainienne, je ne dis pas que les Ukrainiens sont des nazis, pas du tout, mais je dis que la classe politique ukrainienne est largement nazifiée, et ce que j'affirme également, c'est que cela suffit à désigner le régime en question comme néo-nazi. Je le fais à partir d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je reviendrai, qui ne sont pas tous relatifs à ce qu'on appelle la glorification des nazis. Il y a d'autres éléments importants. Alors, est-ce que la question de la dénazification relève du folklore poutinien? Ben non, parce qu'il y a un certain nombre d'institutions occidentales, généralement considérées comme incontestables, qui ont dit la même chose. Le Parlement européen en 2010, le Parlement européen en 2012, la Knesset israélienne en 2016, le Centre Simon Wiesenthal, le Congrès des États-Unis ont dit la même chose. Alors là, je les cite parce que quand même, il faut absolument que l'on sache ça. Voilà. Alors, oui. Alors, contrairement effectivement aux fausses certitudes diffusées par nos médias, la Russie n'a pas été la seule à constater la réalité du néonazisme en Ukraine. Nombre d'institutions occidentales. Alors commençons par le Parlement européen, qui en 2010 déclarait regretter vivement la décision du président Yushchenko, celui qui a précédé le président soi-disant pro-russe, donc le Parlement européen déclarait regretter vivement la décision du président Yushchenko d'accorder à titre posthume à Stepan Bandera, donc l'un de ces nazis glorifiés par l'Ukraine d'aujourd'hui, qui était chef de l'organisation nationaliste ukrainienne UN, qui collabora avec l'Allemagne nationale-socialiste, le titre de héros national de l'Ukraine. Voilà. Donc le Parlement européen dit qu'il regrette qu'on accorde à un nazi, pas exactement un nazi, mais qui collabora avec l'Allemagne. Ça reste assez discret, bien sûr, sur les crimes qui ont été perpétrés par les uns et les autres. 2 ans plus tard, en 2012, le même Parlement européen dénonçait le parti nazi, néo-nazi, pardon, Svoboda, pour ses opinions, je cite, racistes, antisémites et xénophobes, contraires aux valeurs et principes fondamentaux de l'Union européenne. Dans la même déclaration, c'est assez intéressant, il faut bien écouter ça, le Parlement européen invitait même, je cite, les partis démocratiques siégeant à la Rada de ne pas s'associer avec ce parti, ni à approuver ou former de coalition avec ce dernier. Nous sommes en 2012. Mais qu'est-ce qui se passe en 2013? Eh bien, on assiste à la sainte alliance du parti néo-nazi, Svoboda, et des partis dits porteurs des valeurs européennes, c'est-à-dire des partis qui ne voient absolument en rien le néonazisme de Svoboda comme quelque chose de rédhibitoire, pas du tout. Donc, disons, pour dire les choses rapidement, entre 2012 et 2013, le Parlement européen a retourné sa veste. Mais continuons, puisqu'il s'agit, encore une fois, de la question posée par Vladimir Poutine de la dénazification, qui fait donc forcément référence à une nazification, non pas des Ukrainiens en général, mais du pouvoir pris dans les conditions antidémocratiques que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est le moins qu'on puisse dire. Si on dit qu'un putsch est démocratique, bon. Alors ensuite, 50 députés du Congrès des États-Unis quand même, hein, en 2018, qui disent dans une lettre au département d'État, au ministère des Affaires étrangères, en quelque sorte, nous vous demandons instamment de vous joindre à nous et de rejeter sans équivoque la déformation de l'Holocauste et l'hommage rendu aux collaborateurs nazis. Parler de l'Europe de l'Est, pas spécifiquement de l'Ukraine, mais parler de l'Ukraine. En 2013, et ça c'est encore plus intéressant, 30 députés israéliens de la Knesset déclaraient. Je crois que leur description de ce qui se passe est assez fidèle. Vous allez voir après, je pense pourquoi, mais en tout cas, je vais faire en sorte que ce soit bien clair. Cela, dit la Knesset, cela fait plus de 6 mois
que nous recevons des rapports alarmants sur la nouvelle tendance nationaliste en Ukraine agitée par le parti néo-nazi Svoboda. Ce sont des individus qui puisent leur inspiration dans les nazis et glorifient ouvertement les meurtriers de masse des divisions SS ukrainiennes. Absolument incontestable. La suite est très intéressante aussi parce que la suite traite de ce dont j'ai parlé à l'instant, c'est-à-dire du fait que les partis dits démocratiques et porteurs des valeurs européennes, qui avaient été que le Parlement européen invitait à ne pas s'allier avec le parti néo-nazi et qui se sont alliés ensuite. Le document là en question, qui est une déclaration de la Knesset, fait allusion à ça et dit exactement ce que j'ai dit tout à l'heure finalement. Nous avons également été choqués par le fait que ce parti, donc Svoboda, n'est pas du tout isolé, mais jouit d'une pleine coopération avec les deux principaux partis de l'opposition en Ukraine. Malheureusement, ces partis n'ont absolument pas protesté contre les actions et les déclarations de leurs partenaires extrémistes, mais ils se sont même compromis par leur propre glorification publique de criminels de guerre nazis ukrainiens. Voilà. Alors, il y a quand même c'est pas un parlement, mais c'est quasiment une institution, c'est le Centre Simon Wiesenthal, qui dit malheureusement, ces dernières années, l'Ukraine a été l'un des principaux propagateurs d'une vision déformée de l'histoire de l'Holocauste qui cherche à dissimuler ou à minimiser les crimes commis par les nationalistes ukrainiens. Voilà. Bon, donc on est quand même assez loin de l'ironie convenue de nos préposés au formatage que sont les journalistes et autres politiques et universitaires. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le monde occidental, il y a un certain nombre d'institutions ou d'ONG, parce que je pense que le Centre Simon Wiesenthal est une ONG, qui ont, sans aucun intérêt a priori immédiat à dire ce qu'ils disent, qui ont désigné le processus en cours en Ukraine à partir du début des années 2000 et qui évidemment s'accélérera à partir du moment où le putsch sera pris. Voilà. Donc, effectivement, moi en l'occurrence, je défends la thèse que c'est un État néo-nazi. Mais je ne dis pas que tous les Ukrainiens sont des nazis, ni même des néo-nazis. Je dis, cette équipe est néo-nazie, elle a un regard sur l'histoire qui est favorable au nazisme, et elle glorifie les gens qui ont participé à l'extermination, phénomène que nous ne pourrions pas supporter, nous Français, si ça nous arrivait ici en France, mais que l'on tolère parfaitement, surtout du côté des spécialistes en gargarisation mémorielle, comme dirait Emmanuel Todd. On le tolère très très bien quand c'est en Ukraine. Alors, oui, cet État n'est pas nazi. Oui, on ne peut pas comparer l'Ukraine d'aujourd'hui au Troisième Reich. Ce n'en est pas la copie conforme, et par ailleurs, même la Russie ne le dit pas. Il y a un certain nombre de phénomènes qui, néanmoins, permettent, d'une part, de faire la différence, et d'autre part, d'établir une continuité entre le nazisme d'antan et le néonazisme d'aujourd'hui. Alors, parmi ces différences, on peut sans doute reconnaître qu'il y a en Ukraine une certaine liberté dans un certain nombre de journaux, une certaine liberté d'expression, etc. Je veux bien l'admettre. Je l'admets avec une certaine réticence parce que les autorités ukrainiennes ont protégé et protègent encore un site qui s'appelle Mirotvorets, ce qui veut dire le pacificateur, il est donc protégé par les autorités ukrainiennes. Il consiste en ceci: toute personne dans le monde qui dit quoi que ce soit allant à l'encontre de la propagande du gouvernement ukrainien est menacée de mort. Alors, c'est ce qu'on appelle une kill list. Ils ne disent pas on vous condamne à mort, mais un certain nombre de personnes qui ont été assassinées ou qui sont mortes même de leur belle mort, quand ces gens meurent, eh bien, le site en question barre en disant liquidé. Parce que le site en question publie immédiatement le scan du passeport, l'adresse, le numéro de la voiture, toutes les coordonnées bancaires, etc., de la personne qui est supposée
avoir été à l'encontre de la propagande du gouvernement. Donc, quand un site protégé par le gouvernement menace de mort n'importe quelle personne dans le monde pour avoir un discours différent de celui des autorités ukrainiennes actuelles, que se passe-t-il avec les Ukrainiens à l'intérieur des frontières? Évidemment, c'est quand même une question, à mon avis, cruciale. Quelle peut être exactement la liberté des gens quand l'État est dirigé par ce type de, euh, de personnage, adoptant ce type de politique, c'est-à-dire la menace, les tabassages, les enlèvements, les assassinats. Alors, cette liberté existe, mais à mon avis, elle doit être très limitée. J'ai un certain nombre d'informations sur ce qui se passe, ce qui s'est passé entre 2014 et 2022, qui sont absolument accablantes. Mais, continuons. Oui, donc, effectivement, il y a des différences. Autre différence, c'est le fait que le président est juif. Et que celui qui a fait sa carrière est lui-même un oligarque juif, Kolomoïvski. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer dans le cadre du Troisième Reich. Certes, il est vrai que le gouvernement actuel a fait en sorte qu'il n'y ait pas en Ukraine d'expression publique de l'antisémitisme. C'est vrai, encore une différence avec le Troisième Reich. Mais elle est très nette. Mais néanmoins, nous assistons à une sorte de paradoxe ukrainien. Le paradoxe ukrainien, c'est le suivant, c'est que ce régime qui s'empêche de proclamations publiques antisémites est quand même le seul régime en Europe depuis 1945 qui a glorifié des gens qui ont assassiné par centaines de milliers des juifs civils. Ça, c'est quand même un petit problème. Hein, et on ne peut pas balayer la question de l'antisémitisme comme ça. Hein. Donc, effectivement, il y a des différences. Des différences, effectivement. Mais quelques mots sur ce à quoi on assiste en Occident. On connaît l'union sacrée qui a évidemment été, qui a soudé la classe politique française, et même au-delà de la classe politique française, au moment de la Première Guerre mondiale, en août 14. L'union sacrée, l'union sacrée en Occident est assez étrange, parce que finalement, contre la Russie, elle est assez étrange, parce que finalement, comme l'Occident est animé par une russophobie qui est un marqueur identitaire assez ancien du nationalisme ukrainien, dans le cadre de cette campagne russophobe, on assiste à des alliances tout à fait improbables, des antifascistes avec des néo-nazis, l'extrême droite et l'extrême gauche, des LGBT avec des homophobes, des islamophobes avec des islamistes. Enfin bref, c'est une espèce j'allais dire de Macédoine, enfin bon, il y a tout et n'importe quoi là-dedans. Et tous ces gens-là, donc on observe sans caricature qu'effectivement, dans cette vague russophobe qui balaye en ce moment l'Occident, il y a à peu près tout et n'importe quoi. Bon, et des gens qui, par ailleurs, peuvent se crêper le chignon. Voilà. J'insiste quand même sur la russophobie parce que la russophobie est une caractéristique du nazisme, mais elle est encore plus une caractéristique du nazisme ukrainien. Et voilà. Alors, en quoi consiste finalement le néonazisme? Parce que voilà, je fais quand même état d'un certain nombre de différences, elles sont elles-mêmes incontestables, mais il y a un certain nombre de phénomènes qui permettent, je crois, de rattacher le régime, je crois, j'en suis convaincu même, de rattacher le régime de Kiev à ce que j'appelle le néonazisme. Alors, il y a, par exemple, je dirais, un folklore qui ritualise le culte des SS et du Troisième Reich. Il y a une constitution qui recycle les fantasmagories du peuple race. Il y a des lois qui discriminent les Russes dans la perspective de les expulser. Il y a ce phénomène de
réhabilitation et de glorification des anciens nazis. Tout ça, c'est assez lourd et contribue, à mon avis, à définir son problème, cet État, comme un régime néo-nazi. Alors, prenons ce que j'ai défini, le folklore, une législation, une constitution et, disons, une glorification. Prenons le cas du folklore. Alors, le site L'Écrise, un site qui est dirigé par Olivier Berruyer, a publié, ça fait déjà pas mal d'années, je crois même que ça fait 10 ans, un certain nombre de documents dont j'ai vu par ailleurs la confirmation. Le folklore. Qu'est-ce que j'appelle le folklore? C'est par exemple des enterrements, des exhumations de dépouilles de SS ukrainiens et leur inhumation en présence de prêtres uniates, en présence d'hommes politiques, qui participent, disons, à ce qu'on pourrait appeler à ces cérémonies. Bon. Et dans ces cérémonies, il y a un décorum. Le décorum, c'est des casques allemands de la Deuxième Guerre mondiale et des croix gammées. Bon. Appelons ça du folklore. Les députés présents c'était donc il y a une dizaine d'années. On parle même de 2013. Ce que je cite, c'est fait de manière systématique. Ces exhumations de Waffen-SS ukrainiens. Est-ce qu'on en a entendu parler? Non, personne. Ça n'intéresse pas les spécialistes en gargarisation mémorielle, quels qu'ils soient. Et il y a d'autres choses. Les députés en question qui assistent sont des députés du parti néo-nazi Svoboda. Oui. Le parti néo-nazi Svoboda a été fondé par des gens qui eux-mêmes ont fondé un institut Goebbels, institut de recherche. Ils plastronnent avec un badge sur lequel il y a écrit 8-8. En général, on ne sait pas ce que ça veut dire 8-8. La 8e lettre de l'alphabet, c'est le H. 8-8, ça veut dire HH. Et HH, ça veut dire Heil Hitler. Donc ça participe, si je puis dire gentiment, du folklore. Hein. Voilà, il y a toutes sortes d'éléments qui relèvent entre guillemets du folklore, mais qui finalement ne dérangent jamais les partis, eux aussi pro-occidentaux, qui ont été adoubés par le Parlement européen comme étant porteurs des valeurs européennes. Ils n'y voient aucun inconvénient. Comme le dit les 30 députés de la Knesset, les 30 députés, je crois qu'il y en a 120, donc ça correspond à un quart, ils le disent, ils disent la même chose finalement que ce que je dis et que ce qu'on voit finalement, c'est-à-dire que c'est cette glorification des nazis ukrainiens comme cet élément de folklore pro-nazi ne gêne personne du côté des partis porteurs des valeurs, entre guillemets. Bon. Donc, c'est intéressant aussi de citer le nom du parti Svoboda avant qu'il soit débaptisé et appelé Svoboda, il s'appelait Parti social national. Ça fait quand même un peu penser hein, à l'expression national-socialiste, surtout, encore une fois, que ce parti, un des dirigeants de ce parti a fondé l'Institut Goebbels. Ça fait quand même un peu beaucoup, moi je trouve. En tout cas, ça mériterait d'être livré à l'opinion. Hein. C'est pas du tout ce qui se passe. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce parti Svoboda? Ce qui est intéressant, c'est que on a systématiquement dit dans les médias, oui, mais Svoboda, c'est comme le Front National, c'est 3-4%. Bon, et on disait même le Front National, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'il y a beaucoup plus de voix. Sauf qu'il n'y a strictement aucun rapport entre les deux. Hein. Le terme extrême droite englobe tellement de courants de réalités politiques qu'au bout d'un moment, ça ne veut plus dire grand-chose. En tout cas, le parti, le Front National et ensuite le RN ne se revendiquent pas du nazisme, ils ne glorifient pas des nazis. Il y a un ancien de la Waffen-SS qui a participé à sa fondation, mais il y a aussi des résistants qui ont participé à la fondation du FN. Moi, je n'ai pas de sympathie pour ce FN de l'époque, en tout cas, mais ça n'est pas comparable, bien évidemment. Et surtout,
ce que nos médias disent. Ils disent c'est un score très faible pour nous rassurer. Mais évidemment, ce qu'ils ne disent pas, c'est que leur extrémisme ultranationaliste et néo-nazi n'est pas du tout contesté par les partis soi-disant démocratiques et par contre tout à fait officiellement pro-occidentaux qui sont leurs alliés. Non. Tout ça n'apparaît pas du tout. Donc, ce néonazisme est encore une fois l'objet d'une omerta. Classons encore dans le folklore, bien sûr, le fait que dans des dizaines de villes, Michel Collomb cite 60 villes, c'est quand même pas mal, on voit partout des noms de rues qui portent le nom des nazis ukrainiens. On voit des bas-reliefs, des statues, des plaques commémoratives, des noms de stades, des stations de métro. C'est-à-dire qu'il y a une présence et une imprégnation dans la vie sociale du néonazisme qui est absolument incontestable. Hein. Et peut-être pour ironiser rapidement sur nos médias, qui sont vraiment en dessous de tout, je dis, c'est peut-être un trait d'humour pas tellement drôle finalement, mais j'ai dit, si en France, on se mettait à baptiser des stations de métro Laval, Pétain, Doriot, Déa, à héroïser la division Charlemagne et la LVF, on se demande si nos médias en parleraient. On se demande si nos médias verraient dans cet événement une information digne d'être livrée à l'opinion publique. Ben, j'ai quelques doutes. Me demande. Ça dépend. Ça dépend. Si l'OTAN est derrière ça, à mon avis, ça va passer.